Hello et bienvenue dans Out of the Box, le podcast de l'été pour questionner, ressentir et penser autrement. Je suis Julie, coach et formatrice spécialisée dans les relations toxiques. Tous les dimanches, je vous retrouve ici pour parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. C'est une invitation à ouvrir le regard, à sortir des sentiers battus et à se dire « et si on voyait les choses autrement ?» Si ce podcast vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, on s'installe et on commence. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je vous espère en pleine forme. La semaine dernière, je vous partageais une histoire personnelle et plutôt douloureuse. Comment, après presque 10 ans de relations amicales, tout a volé en éclats à cause de mon besoin presque viscéral de venir en aide aux autres. À travers cette histoire, je vous expliquais que lorsque l'on a cette fichue tendance à donner sans compter, à se sacrifier pour les autres, à aider les autres au détriment de nos propres besoins, c'est que, bien souvent, il ne s'agit pas d'un extraordinaire esprit de sainteté, non, mais plutôt d'un syndrome que l'on appelle le syndrome du sauveur. Je vous reglisse ici une petite définition pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le dernier épisode. Le syndrome du sauveur, c'est le fait d'avoir besoin d'aider, de protéger ou de réparer les autres, souvent au détriment de soi-même. Ce n'est pas juste être gentil ou bienveillant, c'est se sentir carrément responsable du bonheur ou des problèmes de l'autre au point de s'oublier, au point de se sacrifier, de faire passer sa propre vie ou ses propres problèmes au second plan. Au-delà de ce que l'on croit être de la bienveillance profonde, il y a en réalité un besoin caché de venir combler une faille à l'intérieur de soi. Une faille en lien avec l'estime de soi, avec la valeur que je pense avoir ou ne pas avoir. Parce que ce besoin de se sentir utile pour les autres, c'est ce qui me fait croire que j'ai donc de la valeur. À travers le regard de l'autre, je viens me nourrir et me conforter dans l'idée que parce que j'aide, parce que je suis toujours présent, parce que je suis toujours prêt à échanger et à trouver 46 000 solutions, eh bien, je suis quelqu'un de bien, d'aimable, d'honorable. Oui, mais voilà, comme n'importe quel syndrome, il a son lot de conséquences et plutôt des conséquences négatives. En plus d'être néfaste à son hôte, parce qu'il nous fait nous oublier, ne pas se préoccuper de nos propres besoins et problèmes intérieurs, ne pas arriver à poser des limites saines, il nous fait aussi alimenter de fausses croyances sur l'estime, etc. Ce syndrome du sauveur, il est tout aussi nuisible à l'entourage de celui ou celle qui le porte. Parce que quand on est habitué à se positionner et à prendre le rôle du sauveur dans nos relations, ça signifie aussi que systématiquement, on impose à l'autre un autre rôle, celui de la victime. Mais quand on fait ça, on lui retire son pouvoir décisionnel. On le contraint dans son autonomie et son indépendance, et c'est aussi venir rogner sur la confiance en soi de l'autre. Parce que pour pouvoir sauver, j'ai besoin de quelqu'un qui a toujours des problèmes. J'ai besoin d'une personne qui a tendance à se plaindre souvent sur certains éléments de sa vie, et pour qui, étrangement, rien ne semble vraiment s'arranger. Pour sauver, j'ai besoin d'une personne qui se positionne en victime. Et c'est comme ça que l'on crée des relations dysfonctionnelles, voire toxiques. Alors, bien évidemment, tout ça, on ne se rend pas compte. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et cette fameuse rupture amicale est complètement désastreuse. Alors, d'où ça vient ce foutu syndrome du sauveur ? Comment il naît et qu'est-ce qui le nourrit concrètement ? Bon, sans surprise, ça prend racine dans l'enfance. Oui, parce que c'est là qu'on se construit et qu'on apprend les règles du jeu de la vie. Il y a beaucoup de sauveurs qui ont grandi dans des environnements où ils ont dû enfiler un costume bien trop grand pour eux. Au lieu d'être juste des enfants, ils deviennent des petits parents de secours, des petits parents de substitution. Et ça, c'est le cas quand on a
un papa ou une maman malade, absent, dépressif aussi. Et hop, comme ça, l'enfant se transforme en une espèce de soignant miniature. Il va passer son temps à éteindre les incendies affectifs de la maison et à panser les blessures invisibles. C'est exactement le même schéma dans les familles avec des relations déséquilibrées. C'est le cas quand un parent est toxique, dépendant ou instable. L'enfant, il va endosser le rôle de pompier émotionnel et il va essayer de rétablir une forme de paix à tout prix et de venir réparer tout ce qui se casse. Il y a aussi l'éducation. Certains apprennent très tôt que l'amour, ça se mérite. Qu'on est aimé seulement quand on est utile. Un bon bulletin, bravo, tu mérites une caresse. Un service rendu, super, tu gagnes ton ticket d'amour. Et là, l'enfant, il va intégrer une équation redoutable. Aider égale être digne d'amour. Mais attention, il n'y a pas que la famille ou l'éducation. Le syndrome du sauveur, il peut aussi se nourrir d'autres ingrédients, comme par exemple les blessures émotionnelles, la peur de l'abandon, le besoin d'être accepté à tout prix. Et là, du coup, on va faire en sorte d'être indispensable coûte que coûte. Ça peut aussi venir d'un besoin de contrôle, parce que aider, c'est une façon de tenir le volant, d'avoir l'impression de diriger la situation, et parfois même les personnes. Ça peut aussi venir de certaines croyances limitantes. Par exemple, si je n'aide pas, ça veut dire que je suis égoïste. Ou alors, une autre croyance, ma valeur dépend de ce que je fais pour les autres. Les sources peuvent être différentes, elles peuvent aussi se cumuler. Et derrière tout ça, je vous l'expliquais plus tôt, il y a toujours la même faille, une estime de soi un peu cabossée quand même. Parce que si j'ai besoin que les autres aient besoin de moi pour me sentir exister, c'est bien que je doute de ma propre valeur. C'est le reflet d'une difficulté à reconnaître sa propre valeur autrement que dans les yeux ou les besoins des autres. J'espère sincèrement que tout ce que je vous partage aujourd'hui, et que je vais continuer à vous partager, c'est pas fini, ça va vous aider à peut-être prendre conscience de certaines choses et vous éclairer si vous vous reconnaissez dans le syndrome du sauveur. Parce que ignorer le syndrome du sauveur, ou se dire que ça va, c'est pas si grave que ça, c'est comme jouer à un jeu dangereux. Sauf que dans ce jeu-là, vous n'êtes en plus jamais seul. Parce que à chaque fois que vous allez vous positionner en tant que sauveur, je vous disais que vous allez donc attribuer un rôle de victime à votre interlocuteur. Mais maintenant que vous êtes un peu plus éclairé sur ce sujet, j'ai envie de monter d'un cran et aller encore un peu plus loin avec vous en vous présentant un outil de psychologie hyper parlant, ça s'appelle le triangle de Karpman. Alors, pas de panique, c'est simple à comprendre. Imaginez un mauvais, mais alors un très mauvais, jeu de rôle où personne n'a choisi de jouer et où en plus tout le monde perd à la fin. Dans ce triangle, il y a 3 personnages. La victime, le sauveur et le persécuteur qu'on appelle aussi le bourreau. Imaginez un plateau de jeu où chacun a sa petite pancarte autour du cou. On a la victime, vous savez, c'est ce genre de personne qui se sent souvent impuissante, qui pense que tout est injuste, qui se plaint sans arrêt et qui a toujours des problèmes et qui attend souvent que quelqu'un vienne la sortir de là. On a le sauveur, c'est celui qui arrive en mode super-héros, qui est prêt à résoudre tous les problèmes, même quand on lui a rien demandé. Et on a le persécuteur. Là, c'est cette personne qui a un peu la critique facile, qui juge aussi facilement et qui va mettre une forme de pression, voire parfois un peu attaquer et être dans l'agressivité. Ce qui est vicieux avec ce triangle, c'est que les rôles tournent en permanence. Et bien sûr, sinon ce n'est pas amusant, on ne s'en rend même pas compte. En gros, dès qu'on met un pied dans ce triangle, ça, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une personne qui joue l'un des personnages, et bien évidemment souvent c'est inconscient, les autres vont alors systématiquement jouer un autre personnage qui fait partie du triangle. Et les rôles ne cessent de tourner tant que personne n'arrête le jeu. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va se faire mécaniquement, naturellement et franchement inévitable.
Alors vous allez me dire, mais comment on passe d'un rôle à l'autre? C'est pas possible. Si, c'est possible. Par exemple, un sauveur qui se rend compte qu'on ne suit pas ses conseils, qu'il s'est épuisé à trouver je ne sais combien de solutions, mais que la personne en face n'en essaye aucune. Eh ben, le sauveur, il va se sentir frustré, il va évidemment être très déçu, et il va finir par s'énerver. Et c'est là qu'il peut glisser dans le rôle de persécuteur, et dire quelque chose comme « Franchement, tu fais rien pour t'en sortir », ou alors « J'en ai marre, tu fais mais aucun effort ». Pareil, une victime qui finit par se sentir attaquée peut elle aussi devenir un persécuteur et dire quelque chose comme « T'es jamais là pour moi » ou alors « Mais t'es pas à la hauteur ». Et le persécuteur, lui aussi, peut prendre un autre rôle et se transformer par exemple en victime dès qu'on lui renvoie ses torts. Et il finira par dire quelque chose comme « De toute façon, personne ne me comprend jamais, je me sens seul ». Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et à force de tourner là-dedans, tout le monde finit épuisé, frustré et, surtout, un peu plus fâché qu'au départ. Et là où c'est encore plus un piège, c'est que parfois, on pense juste vouloir aider, nous avec notre petit syndrome du sauveur, mais en réalité, on est en train d'entretenir un triangle psychologique qui n'est rien d'autre qu'une dynamique relationnelle toxique. Et c'est très facile de l'entretenir, cette dynamique relationnelle toxique, parce que pour que ce triangle existe, en réalité, il suffit simplement d'avoir deux rôles. Et très souvent, c'est le sauveur et la victime. Et je suis sûre que les petits exemples que je vous ai donnés, ça fait écho à des conversations que vous avez déjà eues avec vos proches. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le rôle que vous jouez, dès que le triangle est activé, mais je vous rappelle, on parle de triangle, mais il suffit de 2 joueurs, la relation est faussée et toxique. Dès qu'on se positionne ou en sauveur, ou en victime, ou en persécuteur, c'est incontestable, l'échange ou la relation est biaisée. Et d'ailleurs, si on ramène ça à mon histoire avec Noémie, que je vous partageais la semaine dernière, cette fameuse rupture amicale, vous voyez bien que les rôles changent et s'échangent. Parce que au départ, j'étais le sauveur. Mais j'en ai eu tellement assez de constater que tous mes efforts et conseils étaient vains, je me suis transformée en persécuteur. Alors ok, le temps d'une soirée peut-être, mais je l'ai quand même fait. Une soirée où j'ai littéralement explosé. Je suis passée de sauveur à persécuteur. Et Noémie, elle aussi, elle s'est transformée. Elle aussi a changé de rôle. On est passé du statut de victime, qui a constamment besoin d'aide et de conseils, au statut de bourreau, puisque elle m'a laissé sans réponse, dans l'ignorance la plus totale, et elle a choisi de me ghoster. Vous voyez bien que les rôles s'échangent très vite. Parfois sur plusieurs années, parfois en une seule soirée, et parfois même dans une seule conversation. Et je suis sûre que maintenant que vous avez tout ça en tête, vous allez observer les comportements et les échanges des autres différemment. Alors, comment on sort de ce jeu auquel franchement personne n'a jamais demandé à jouer en plus? Le seul moyen, c'est simple à dire mais un peu moins facile à faire, c'est de refuser d'endosser un rôle. Refuser de rentrer dans le costume de la victime, du sauveur ou du persécuteur. En clair, faut arrêter de jouer. Vraiment, s'il vous plaît, faites-moi la promesse, c'est archi nocif. Comment on fait? Eh bien, la première étape, ça va être d'identifier notre rôle préféré. On a tous une case dans laquelle on se glisse plus facilement. Donc, demande-toi, est-ce que je me reconnais dans la victime qui pense que tout est injuste? Est-ce que je me reconnais dans le sauveur qui, lui, se sent obligé d'aider? Ou dans le persécuteur qui critique et met la pression? Le simple fait de repérer ton rôle, c'est déjà reprendre du pouvoir. La deuxième étape, oui, bien évidemment, il va falloir accepter de lâcher ce foutu rôle. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu es sauveur, faut apprendre à dire non, à poser des limites, à accompagner sans porter tout le poids à la place de l'autre, et de toute façon, je vous donne les clés à la fin du podcast. Si tu es victime, il faut arrêter d'attendre un sauveur magique et se demander « Ok, qu'est-ce que moi, je peux faire pour moi maintenant ?» Si tu es persécuteur, alors prends du recul et remplace la critique plutôt par une question ouverte ou un vrai besoin exprimé.
La troisième étape, ça va être de reprendre ta part de responsabilité et de laisser l'autre reprendre la sienne. Parce qu'une relation saine, c'est ça. Chacun fait sa part. Si tu fais tout à la place de l'autre, ou si tu te rends responsable de ses émotions, tu bloques son autonomie et tu t'épuises. Et quatrième et dernière étape, et pas la moindre, ça va être d'accepter l'inconfort. Sortir du triangle, ça veut dire tolérer que l'autre ne change pas, qu'il soit en colère, ou qu'il ne te reconnaisse pas pour tes efforts. Et ça, c'est dur. Mais c'est le seul moyen d'arrêter le cercle vicieux. Parce que, effectivement, quand tu décides de sortir du jeu du triangle, victime, sauveur, persécuteur, le prix à payer, évidemment, c'est l'inconfort. Si tu arrêtes de sauver quelqu'un, il peut se mettre en colère contre toi. Tu m'abandonnes, et t'en vouloir finalement. Qu'il le verbalise ou qu'il le verbalise pas d'ailleurs. Si tu arrêtes de jouer la victime, l'autre peut être frustré aussi de ne plus avoir son rôle de sauveur. Et si tu arrêtes de persécuter, tu peux aussi avoir l'impression de perdre le contrôle. En clair, ça veut dire que l'autre peut ne pas comprendre, te juger ou ne pas te remercier. Et toi, tu peux ressentir de la culpabilité, peut-être même un vide, parce que tu ne joues plus ton rôle habituel. Mais c'est vraiment le fait d'accepter cet inconfort qui est le seul moyen d'arrêter la boucle. Sinon, on va rejouer toujours le même scénario. Frustration, colère, rancune et zéro évolution, accessoirement. La vraie clé, c'est donc de refuser de jouer. Je vous parle du triangle de Karpman, qui au besoin peut aussi vous aider à briller en société, mais c'est surtout parce qu'il illustre parfaitement les dégâts du syndrome du sauveur. On croit juste tendre la main, et puis en réalité, on entretient une dynamique toxique où tout le monde finit perdant, mais vraiment tout le monde. Restons quand même focus sur le vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire le syndrome du sauveur. Maintenant que vous voyez le piège dans lequel il nous entraîne, je vais vous partager des clés concrètes pour en sortir. Accessoirement, ce serait quand même sympathique. Des clés simples, applicables tout de suite et qui permettent d'aider sans s'oublier. La toute première étape pour sortir du syndrome du sauveur, c'est évidemment de développer une prise de conscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire commencer par observer vos propres schémas. Posez-vous des questions toutes simples, mais qui changent tout. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aider ? Qu'est-ce que j'attends inconsciemment en retour ? Et surtout, qu'est-ce que je ressens si je n'aide pas ? Et si besoin, retournez au début du podcast et voyez si vous vous reconnaissez dans les schémas familiaux que j'ai décrits ou les blessures émotionnelles que j'aborde. Et vraiment, s'il vous plaît, soyez honnête avec vous, c'est important. D'ailleurs, petit aparté amusante, je sais pas si c'est très amusant, mais moi en tout cas ça m'a fait rire. J'ai une jeune femme qui m'a écrit après avoir écouté le podcast de la semaine dernière, donc c'est-à-dire sur la première partie du syndrome du sauveur. Et elle m'a dit « Non mais moi j'ai pas le syndrome du sauveur, c'est juste que je n'aime pas voir souffrir les gens, ça me fait mal. » Ok. Alors déjà, si un sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, vous met en état de réaction, c'est un indicateur. Si ça vous énerve, si vous ressentez le besoin de vous justifier ou d'aller dans la contradiction, forcément, c'est que quelque chose qui a été dit, ça a fait écho à une partie de vous. Donc, si je tiens à ce point à affirmer que je n'ai pas le syndrome du sauveur, alors que bien évidemment, en plus, je ne visais personne dans ce podcast, à part moi-même, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Généralement, on n'appuie pas sur un bouton s'il n'y a pas déjà une sensibilité dessous. Et ensuite, à part les pervers narcissiques, je ne connais aucune personne qui se réjouisse réellement du malheur ou des problèmes des autres. Donc voir les gens souffrir, c'est agréable pour personne. Et la nuance, elle est importante à retenir ici. Bien sûr qu'on peut être dans l'empathie, dans la sensibilité, dans la compassion, mais sans être un sauveur pour autant. Et la différence, elle est énorme. L'empathie, c'est « je comprends ta douleur et j'ai envie d'être là ». Le sauveur, c'est « je ne peux pas supporter que tu ailles mal, alors je prends le problème en charge pour toi ». Ça vous rappelle quelqu'un ? J'espère que vous voyez la nuance. Concrètement, on peut être touché par la souffrance de quelqu'un sans pour autant se sentir investi d'une mission, sans s'épuiser à sauver le monde. Et c'est ça, l'attitude saine.
Ok, j'ai légèrement digressé. Donc, je résume. Première étape, prendre conscience de vos schémas et ça demande une vraie honnêteté avec soi-même. Ensuite, c'est le fait de poser des limites saines. Alors, oui, je sais, ça fait un peu cliché de dire apprenez à dire non. Mais c'est fondamental. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se protéger. Et ça peut ressembler à je ne peux pas m'investir autant sur ce sujet. Je ne réponds pas la nuit. Ou encore lundi j'ai paddle, donc pas dispo. Bref, ça peut être simple, concret et même léger. Apprenez à communiquer vos limites clairement. Et si ça vous aide dans un premier temps, vous pouvez dire pas dispo là, mais je te propose jeudi midi. Ça envoie un signal fort. Ça veut dire que je peux pas me rendre disponible partout, tout le temps. J'entends ton besoin, entends le mien et trouvons un compromis. Je ne t'ignore pas, je te propose une solution qui est aussi adaptée à mon planning et à moi. Et ça, accessoirement, c'est normal. Troisième clé, c'est le fait de redéfinir votre identité. Arrêtez de croire que votre valeur dépend de ce que vous faites pour les autres. Votre valeur, vous l'avez déjà intrinsèquement. Et ça passe par le fait de prendre soin de vous, de nourrir vos passions, vos loisirs, vos moments de repos, de vous nourrir vous en fait. Parce que si vous vous épuisez, vous n'êtes plus en capacité d'aimer qui que ce soit correctement. Et vous ne pouvez pas non plus garder une forme de lucidité. Et vous savez à quel point la lucidité, l'objectivité, c'est primordial dans la vie. C'est un message sur lequel j'insiste beaucoup parce que c'est ce qui nous permet de ne pas sombrer dans des relations toxiques, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, professionnelles, familiales et tutti quanti. Quatrième clé, favoriser l'autonomie des autres. Et ça, je le sais, c'est dur pour les sauveurs. Ne faites pas à la place des autres ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Laissez-les apprendre de leurs échecs. Personne ne va mourir. Accompagnez, soutenez, encouragez, mais ne prenez pas la responsabilité à leur place. Un petit outil très simple. Au lieu de donner directement votre solution miracle et de lancer votre bouée de sauvetage format pocket que vous avez toujours sur vous, ouais, on dirait que je m'énerve, mais pas du tout, c'est juste que je me revois des années en arrière. Donc, plutôt que de lancer votre bouée de sauvetage, demandez. Tu veux mon avis là-dessus? Est-ce que tu aimerais que je te partage un conseil? Ouais, ça change tout. Votre posture est celle de votre interlocuteur. Et oui, parfois, il va falloir vous mordre la langue, apprendre à laisser des silences et attendre que l'autre exprime un vrai besoin. Vous n'êtes pas un couteau suisse ambulant. Et enfin, dernière clé, cultiver des relations équilibrées. C'est-à-dire choisir des relations où chacun donne et reçoit. Parce que si vous êtes en face d'une personne qui reste toujours en mode victime ou toujours en mode bourreau, ce n'est pas votre job de la sauver, ou de lui faire prendre conscience de son triangle de Karpman. Ça, c'est son travail, pas le vôtre. Et pour information, il existe d'ailleurs, tout comme le syndrome du sauveur, un syndrome de la victime. Des personnes qui se complaisent dans leurs problèmes, qui ne veulent pas en sortir. Et ça, c'est épuisant. Vous vous doutez bien que c'est aussi ce qui s'est passé avec Noémie. Alors, je le redis, une relation, ça se joue à deux. Je crois que cette phrase, finalement, je vais la dire dans tous mes podcasts. Si vous êtes toujours celui ou celle qui accourt pendant que l'autre se noie volontairement, ce n'est pas une relation équilibrée, c'est une relation toxique. Donc, parfois, oui, pour sortir de ce syndrome, il sera nécessaire de fermer certaines portes. Surtout celles où l'autre attend systématiquement de nous que l'on joue ce rôle de sauveur. Et puis parfois, quand l'un arrête de jouer un rôle, la relation, c'est vrai, elle peut mourir toute seule, s'effacer toute seule. Je vous l'avais teasé dans l'épisode précédent, je vais vous partager une autre histoire personnelle. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui avais le syndrome du sauveur, parce que je vous l'ai dit, j'en suis débarrassée quand même, mais une amie qu'on va appeler Magali. Avec Magali, on a vécu une longue amitié, solide, précieuse. Mais très vite, j'ai commencé à remarquer une dynamique particulière. Elle avait toujours besoin d'être celle qui m'aidait, celle qui soutenait, celle qui conseillait. Sauf que moi, à aucun moment, je me suis positionnée
dans le rôle de victime, j'avais déjà mis tous les efforts en place pour sortir de ce triangle. Mais il n'empêche que, à chaque fois que je traversais une difficulté, genre difficulté classique, comme tout le monde peut rencontrer dans sa vie, elle était là, elle accourait. Elle était là constamment à me demander « ça va, tu tiens le coup, tu as réglé ce problème ?» On aurait dit que ma vie c'était une liste de problèmes successifs, alors que franchement je vous assure pas tant que ça. Et finalement ça devenait très étouffant pour moi. Parfois c'était encore plus déroutant quand je partageais un moment difficile, c'est elle qui se mettait à pleurer, comme si c'était son problème, comme si elle était aussi concernée que moi. Et là, moi j'avoue, je basculais malgré moi dans un autre rôle du coup. Alors pas celui de la victime, mais parfois je devenais virulente parce que je ne comprenais pas sa réaction. Je me disais qu'elle m'aidait pas du tout, que non seulement son attitude, je la trouvais pas adaptée, pas appropriée, mais qu'en plus c'était épuisant. Et c'est ça aussi le piège du syndrome du sauveur, c'est que à force d'accourir partout, on peut finir par étouffer les gens qu'on aime, même quand tout ça part d'une pseudo-bonne intention. Il y a un moment où il y a eu un tournant, le jour où Magali est devenue maman. Alors attention, le sujet c'est pas de débattre sur la maternité, je sais à quel point ça bouleverse une vie, à quel point ça prend du temps, de l'énergie, et qu'il faut aussi se faire à ce nouveau rôle de maman, bien évidemment, c'est pas le débat. Mais j'ai quand même constaté que du jour au lendemain, Magali, elle a littéralement disparu de ma vie. Elle s'est consacrée à, je vais pas dire 100%, là c'est 1 million de pourcents. Je sais pas si cette métaphore est très parlante, mais en tout cas, elle a tout consacré à ses enfants. Et j'ai pas de problématique là-dessus, bien évidemment. C'est simplement que, avec ma vision des choses aujourd'hui, j'ai eu l'impression que ce syndrome du sauveur, elle l'avait peut-être, sans aucun doute d'ailleurs, entièrement reporté sur ses enfants. Donc, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de conflit, l'amitié n'a pas explosé, simplement, elle s'est éteinte, progressivement, lentement. Petit à petit, Magali n'était plus là, et la relation est morte toute seule. Cette histoire-là, elle m'a appris autre chose. Ce n'est pas seulement douloureux d'être sauveur, ça peut être tout aussi lourd et étouffant d'être l'ami sauvé malgré elle. Et puis, en abordant le sujet de Magali avec vous, c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que il est possible, effectivement, que quand on ne prenne pas conscience de ce syndrome, qu'on puisse reporter après tout ça sur nos enfants. Et ça serait un petit peu dommage. Aujourd'hui, j'ai appris à faire la paix avec ce syndrome. J'ai appris à le contenir, à ne pas le laisser me consumer et à ne pas le laisser biaiser mes relations. Et surtout, j'ai trouvé une manière de l'exploiter. Parce que ce besoin d'aider, d'encourager, de conseiller, j'en ai fait mon métier. Alors oui, j'en rigole parfois en disant que j'ai transformé ma faille en business, ok, pourquoi pas, mais c'est vrai, ce qui était une vulnérabilité est devenu une force, avec une nuance majeure. Aujourd'hui, je pose un cadre clair, je fixe des limites. Et évidemment, en plus, j'apprends même aux gens à s'en débarrasser. Avec mes coachés, je suis disponible, réactive, investie, mais pas 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. Et c'est devenu la même chose dans mes amitiés. Je ne me sacrifie plus au détriment de l'autre, je donne beaucoup, mais je veille à recevoir autant, je veille à l'équilibre, je verbalise quand quelque chose me contrarie, je me priorise et surtout, je m'assure de ne plus jamais tomber dans aucun des foutus rôles du triangle. Et pour finir sur une note positive, oui, il est possible de reconstruire des bases saines à condition que les deux parties soient prêtes à se remettre en question et à redéfinir de nouvelles règles du jeu. La preuve? Eh bien la preuve, elle vient de cette fameuse troisième amie qui était présente ce soir-là pendant ma petite, pas du tout petite d'ailleurs, diarrhée verbale. Vous vous souvenez, celle qui s'est tout pris en pleine poire dans la rue et qui a fini par accompagner Noémie voir le médecin. Eh bien, elle a accepté quelque temps plus tard d'écouter mon analyse, mes besoins, mes envies. Elle m'a partagé son point de vue et ses désaccords aussi. Et j'ai pu lui dire clairement, je ne veux plus être une sauveuse pour qui que ce soit. Parce que, soyons honnêtes, on ne joue jamais ce rôle avec une seule personne. Ça déborde forcément ailleurs et dans d'autres relations, comme c'était le cas ici.
Et ensemble, nous avons créé une nouvelle dynamique. Une relation plus fonctionnelle, plus équilibrée et surtout beaucoup plus belle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des rendez-vous du dimanche. Et si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aujourd'hui, partagez. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie. En attendant, prenez bien soin de vous.